Donc je vais vous faire une présentation intitulée Érotisme, ouverture morale, le cas des représentations de la danse Odissi à Bhubaneswar en Inde, dans lequel il va donc être question d'une forme de danse qui s'appelle l'Odissi. La danse Odissi est considérée comme la danse classique indienne de l'État d'Orissa en Inde, sur la base d'une reconnaissance officielle par le gouvernement. Donc c'est un label institutionnel qui a été accordé actuellement à 8 danses et une caractéristique très forte, c'est que ces danses ont toute une territorialité. Donc c'est pour ça, danse Odissi, danse de l'État d'Orissa, que vous voyez sur ce petit plan. Donc c'est à l'est de l'Inde et on va voir un peu plus zoomé sur voilà, une petite esquisse de l'Orissa simplifiée. Alors, selon le mythe de fondation de cette danse, l'Odissi serait l'héritière de pratiques de danse qui avaient lieu dans le temple de Jagannath de la ville de Puri, que vous voyez sur la carte, donc sur la côte, donc ce temple est un centre de pèlerinage majeur de cette partie de l'Inde. Les pratiquants affirment avoir reconstruit une danse antique, quelque part, à partir des pratiques dansées des servantes de temple du temple de Jagannath, nommées les Mahari, et celles de petits garçons danseurs nommés Gotipua, et aussi en s'appuyant sur les sculptures de danse qui ornent richement plusieurs temples des villes voisines de Bhubaneswar et Puri, ainsi que le temple de Konarak, proche de Puri. Donc Konarak n'est pas un centre urbain, au contraire de Bhubaneswar et Puri. Et Bhubaneswar est la ville actuellement la plus importante par rapport à l'activité de danse Odissi, c'est la capitale de l'État d'Orissa. Donc c'était une toute petite ville qui est devenue la capitale de l'État d'Orissa. Donc, une des deux positions majeures de la danse est le Tribhangi, que vous voyez ici. Et dans les descriptions, je dirais exogènes, de l'Odissi figure fréquemment l'idée que le Tribhangi serait sensuel et érotique. Je fais des petites citations par rapport à une littérature anthropologique, mais cette idée se retrouve aussi avec notamment dans les écoles de danse indiennes aux USA ou au Royaume-Uni. Donc je cite l'anthropologue Frederick Apfel-Marglin, qui est connu notamment pour son travail effectué dans les années 1970 sur les Mahari, que je citais tout à l'heure, et qui est elle-même passionnée pour la danse Odissi. Marglin écrit « La danse Odissi est bien connue pour sa saveur sensuelle, érotique. Une position de base est le Tribhangi, ou posture à triple flexion, dans lequel la hanche est fléchie, le torse et donc les seins sont déviés dans la direction opposée et les courbes naturelles du corps féminin sont accentuées et mises en relief. » Marglin rajoute que l'image corporelle idéale de la danse correspond à celle des beautés à seins bondés sur les temples hindous, très éloignée de l'agilité anorexique de la danseuse de ballet. Donc cette idée de sensualité et le terme d'érotisme réapparaît chez d'autres auteurs. Je cite quelques années plus tard, donc plusieurs décennies plus tard, la chercheuse Alessandra Lopez-Iroyo au Royaume-Uni qui affirme que la notion de l'Odissi comme étant typiquement féminine, belle et sensuelle constitue un point de vue dominant sur la danse et qui fait référence au Gita Govindam, un texte sanskrit du XIIIe siècle qui est utilisé dans certaines des chorégraphies expressives, qu'elle décrit comme un poème érotique dévotionnel en sanskrit qui traite, alors j'ai dit des actes d'amour, de divine love making, qui parle des actes d'amour entre Radha et Krishna, donc Krishna, le divin Krishna. Si l'on se réfère aux traductions littérales du Gita Govinda, on y trouvera effectivement des descriptions très graphiques de scènes érotiques avec des parties de corps qui sont décrites. Donc c'est une poésie très riche et effectivement très sensuelle.
Toutefois, si nous partons dans la manière dont les pratiquants parlent de ce texte, on est déjà dans quelque chose de bien plus compliqué. Je ne vais pas aller dans le débat de ces interprétations des textes qui pourraient animer une très longue discussion, mais signaler, comme le spécifie Julia Leslie dans son travail sur les interprétations du Ramayana, que le sens des écrits n'est pas tellement constitué par les écrits eux-mêmes, mais par leur interprétation, par les esprits qui les lisent ou les entendent. La même question se pose effectivement par rapport aux interprétations exogènes de l'impact visuel de la danse, et ceci en raison de, là je cite Robert Leighton, l'importance de la conception culturelle, dans le façonnement de la réception ou de la lecture des objets d'art, de la convention culturelle, excusez-moi. Et donc il importe que nous nous penchions sur la façon dont les pratiquants de la danse odissie interprètent cette danse. Et par rapport à cette idée d'érotisme, je voudrais exposer les grands traits d'une controverse majeure qui a causé une grande agitation en 2005 à Bhubaneswar et qui a pris une ampleur internationale, sachant que les réseaux de danse odissie sont constamment sous-tendus de tensions et de controverses diverses. Donc là, nous avons un exemple particulièrement parlant, puisqu'il y a eu une réelle bataille sur Internet avec des participants qui allaient de la Malaisie jusqu'à New York en passant par différentes parties de l'Inde, cette année-là, donc en 2005, parce qu'un chorégraphe malais avait fait la présentation de sa dernière production, et ces danseuses donc portaient sur la scène à Bhubaneswar, ne portaient pas de foulard par-dessus le blouse. Donc, le blouse, c'est une petite blouse ajustée par-dessus laquelle normalement on drape un foulard. Alors ici, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, c'est la pétition qui a été à ce moment signée par de nombreux pratiquants de la danse odissie. Il y a même eu des manifestations publiques protestant donc contre la distorsion des traditions odissie à cause de cette pièce de foulard manquante. Alors, ceci m'amène, vu que nous avons un chorégraphe malais à Bhubaneswar qui soulève une telle controverse, à exposer les grands traits de la distribution géographique et sociale des pratiquants de l'Odissie. Alors, l'Odissie est, sous ses grands traits, un phénomène urbain, donc pratiqué dans des grandes villes, en dehors de l'Orissa. Donc, en Orissa, je vous ai bien dit que Bhubaneswar, qui dit Odissie, pense Bhubaneswar assez facilement, mais dans des villes comme Delhi, ou bien Bangalore, Mumbai, ou bien encore à Kolkata, il y a des pratiquants d'Odissie qui ont une très bonne réputation. Par contre, dans la généalogie officielle, selon la généalogie officielle, les transmetteurs légitimes de la danse sont des hommes, Oriya, de niveau d'érudition, de très bas niveau d'érudition, c'est un peu le stigmate qu'ils portent, alors que les interprètes sont plutôt des femmes, parmi les femmes, il y en a qui sont de milieux sociaux privilégiés, et donc il y a des femmes, parmi ces femmes, qui sont Oriya ou non-Oriya. Voilà. Donc les divergences dans les milieux d'appartenance produisent des interprétations différentes de ce qui serait correct en Odissie, ce qui est bien exemplarisé par l'exemple de cette controverse du blouse. Les Oriya considérant que danser sans couvrir le blouse c'est bafouer la dignité féminine, alors que pour certaines strates de la population dans les grandes métropoles ou encore à l'étranger, le même vêtement est associé à la sophistication. Donc il y a quelque chose de contradictoire dans ces appréhensions de l'Odissie au sein des pratiquants eux-mêmes.
Et ce que je voulais illustrer, c'est comment la tension relationnelle que je viens de décrire est constitutive des relations quotidiennes des danseurs dans les écoles de danse à Bhubaneswar. Donc ceci m'amène à vous emmener sur le terrain des pratiques de danse, de la transmission de la danse Odissi à Bhubaneswar, qui donc est pratiquée dans de nombreuses petites écoles. Et l'observation au cours des années de cette pratique de transmission me porte à affirmer, à citer la chercheuse Stacey Prickett qui, en parlant d'une autre danse, le Kathak, affirme que la transmission de cette danse véhicule un sens que la vie et la danse ne sont pas séparées. C'est un petit peu ce qui se passe à Bhubaneswar, c'est-à-dire que les questions de la vie sont amenées directement dans les situations de transmission. Les cours de danse sont un lieu où il y a une dimension verbale qui s'exprime, Ah, excusez-moi, je ne savais pas, je parle trop fort. Donc, dans les cours de danse, dans les écoles de la ville de Bhubaneswar, le verbe porte souvent sur ce qui se passe dans les réseaux de la danse. Et la micro-analyse d'une situation, deux situations de transmission dans une école particulière que j'avais choisie pour son caractère typique, montrait comment le maître de cette école usait particulièrement dans l'instauration de l'asymétrie de la relation maître-disciple, d'assignation identitaire, dans lesquelles il recréait cette image du microcosme des danseurs Odissi, dans laquelle les hommes sont inéduqués et ils sont insincères, alors que les femmes sont riches. C'est un petit peu dans l'idée stéréotypée et non pas dans la réalité. Effectivement, les pratiquants aiment avancer que les femmes qui dansent, elles sont de familles privilégiées. Et donc, ce maître utilisait très clairement, vis-à-vis de ses disciples, ces distinctions. Et par ailleurs, il faisait une distinction très claire entre Oriya et non-Oriya. Il marquait sa passion pour l'Orissa, entre autres en faisant référence à la cuisine locale, mais aussi par le fait qu'il avait une façon très différente de parler aux femmes d'Orissa qui étaient ses disciples, pour lesquelles il était très sévère en ce qui concerne les normes de moralité et du mariage arrangé pour les femmes locales. Et quand il parlait aux danseuses étrangères, ou quand il parlait des danseuses étrangères, au sujet desquelles il aimait bien évoquer ce qui, localement, ont été des inconvenances par rapport à ce sujet. Donc, le maître retraçait de cette manière un schéma selon lequel les gens du dehors, je reprends là, je traduis un terme local, c'est les Bahar Loko, se situaient en dehors de la culture, j'emprunte ce terme à Kilani, et donc il créait des représentations de ses disciples et des membres du microcosme des pratiquants de l'Odissi, dans lesquels les caractéristiques considérées dans la société locale comme inadéquates étaient projetées sur les non-Oriya dans un processus de déni de la ressemblance. Donc, oui, cette séparation entre ethnocentrique, commune, retrace aussi un thème fréquent dans le nationalisme, puisque genre et nationalisme sont souvent liés. Et je cite donc à cet effet la chercheuse en littérature singalaise Citralega Maunaguru,
ma traduction, c'était « J'argumente que le nationalisme est un projet genré, une genrification qui produit une construction des femmes qui est subordonnée aux hommes. » Alors, ces observations nous guident vers le point suivant de notre argumentation. En quoi les appréhensions locales normatives contribuent-elles à façonner l'esthétique de la danse? En effet, Alfred Gell affirme que l'œuvre d'art, ici dansée, reflète quelque chose des intentions de son auteur et de son positionnement dans le monde. Et je reviens à la position du Tribhangi parce que je trouvais que c'était un point curieux que la posture du Tribhangi, qui a été donc citée, appréhendée comme érotique par certains, n'est pas ce qui motive le débat sur la moralité de la danseuse. C'est plutôt la question du blouse que nous avons vu. Alors, comment est-ce que les danseurs localement se positionnent, décrivent, appréhendent les éléments techniques de cette danse? Je me penche à cet effet sur les verbalisations d'une danseuse qui était particulièrement, experte dans le sens où elle reproduisait les critères de correction localement autorisés et culturellement définis. Donc en 2009, dans une situation d'entretien, cette danseuse, Tiki, me parle spontanément de l'application dans l'esthétique de l'Odyssée du modèle normatif féminin dominant. Et tout au long de la conversation, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle étayait les termes techniques de la danse avec des images normatives féminines locales. En fait, dans son discours, il y avait plus qu'une simple association entre une image de la femme et la production des mouvements en Odyssée. Son discours était en fait parsemé d'indistinctions répétitives entre le vocabulaire technique de la danse et les termes de la vie courante, suggérant que pour elle, ces termes étaient tout à fait interchangeables. Alors, je vais, par économie, évoquer deux termes qu'elle avait cités, l'assia et la lithia. Pour ce qui est de la lithia, les pratiquants de l'Odyssée disent d'une danse qu'elle est la lithia lorsque le corps a acquis la fluidité caractéristique de la danse. Et l'assia est un terme technique désignant une danse douce, en opposition à Tandava, une danse qui a de la force. Le terme majeur du langage de la vie courante, qui revenait dans le discours de Tiki et qui revient très fréquemment dans les discours locaux, est celui de l'adja. Alors l'adja est un terme que nous avons du mal à traduire, généralement traduit littéralement par honte. Il comprend les notions d'embarras, de timidité, de pudeur. Il n'a pas vraiment de traduction littérale adaptée en français. L'adja est quelque chose qui est considéré comme une émotion morale et qui comprend un élément de vertu et même de fierté. Or, c'est en essayant de décrire les mouvements de la danse que Tiki avait recours au terme de l'adja. L'adja, selon elle, était quelque chose qui se retrouve dans la démarche féminine et qui est important dans la danse. Une image qu'elle a évoquée pour essayer de se rendre compréhensible est celle d'une jeune fille qui regarde dans le miroir, qui constate, en se voyant, qu'elle possède la lithia ou l'asya et qui a une réaction de pudeur, donc, qui est l'adja. Pour mieux circonscrire ce qu'elle visait, Tiki s'est mise à associer la qualité de mouvement en question au frémissement d'une feuille qui se meut sous l'effet de la brise, précisant bien qu'elle impliquait la fragilité, la douceur, et est aussi équivalente à l'affection féminine ou maternelle. Et donc elle avait des références très claires à la poésie locale. Donc cette qualité comprend obligatoirement dans le discours de Tiki une notion de moralité. C'est ainsi qu'elle affirmait que lorsqu'une danseuse danse sur scène, elle s'implique personnellement d'une certaine manière. À ce point, elle évoquait le concept de l'adja, quand elle parlait de cette implication personnelle. Et elle a utilisé notamment 3 termes pour caractériser cette implication de la danseuse. L'un de ces termes, c'est l'asya jia, qui est effectivement, l'asya est un terme de danse, jia veut dire fille. Donc l'asya, c'est un terme un peu curieux qui est de sa fabrication.
Et associé au terme de sageladir, fille intègre, et lachkuledir, fille timide. Donc ces trois termes reflètent bien les dimensions de moralité et de retenue intrinsèques à l'âge. Je vous remercie.